Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dernière fois qu'on se salue pour ce dernier cours de cette belle session SketchUp faite à Trois-Rivières. Je tiens à vous préciser que la vidéo va durer environ 2 heures, incluant plusieurs petites capsules et surtout, en pièce maîtresse, la réalisation de ce projet final que je vous demandais de faire au dernier cours. Alors, le cours du 18 décembre dernier. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de le réaliser, si vous voulez tenter votre chance ou si vous voulez être accompagné de la démonstration que je vais faire dans quelques instants, eh bien, je vous invite à le télécharger à partir de la plateforme Moodle. Il s'agit d'un dossier compressé. Vous allez simplement le télécharger pour l'ouvrir. Le PDF s'ouvre en format 11-17 et ensuite vous avez qu'à suivre les étapes et ce qui est écrit sur les 2 pages. Bon, ça c'est une chose. Moi, je vous invite quand même à regarder la vidéo, ne serait-ce que pour certains éléments qu'on a tous vus en classe, mais qui sont répétés cette fois-ci dans un format vidéo. Alors ça, l'avantage, c'est que certains d'entre vous vont sûrement l'apprécier. On peut rembobiner la vidéo sur YouTube pour mieux saisir certains détails qui peuvent passer un peu vite en classe. Alors, c'est une belle occasion, c'est une autre façon d'utiliser un outil qui peut être très pédagogique. Pour ma part, ça m'est pas si familier de faire du montage vidéo, mais j'ai tenté de faire ça du mieux possible. Donc, tout se présente de la façon suivante. Les premières minutes, c'est un survol de certaines fonctions, de certaines choses qu'on a vues au tout début de la session pour organiser l'espace de travail. Ensuite, on passe à la modélisation de notre projet final. Puis, à la toute dernière minute, je reviens avec certaines demandes qui m'ont été formulées cette semaine par certains d'entre vous. Alors, si vous me permettez, je vous, je vous salue une dernière fois et je vous remercie encore pour la très très belle session qu'on a passée ensemble. Puis au grand plaisir d'avoir de vos nouvelles. Si vous faites de bons coups, ben, partagez-les-moi. On va pouvoir peut-être se créer une petite communauté d'aficionados de SketchUp et de layout. Merci encore. Bon visionnement de cette vidéo que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser. Dans un premier temps, je désire revoir avec vous certaines notions de base, celles qu'on a vues dès les premiers cours, pour l'organisation notamment de l'espace de travail sous SketchUp. Alors, on voit ici la barre d'outils qui est en haut. On se souvient qu'il y a deux façons pour l'aménager. Clic droit sur un espace vierge et on vient sélectionner rapidement les outils à inscrire ou à désinscrire en cochant ou en décochant chacun d'entre eux. On peut aussi s'y prendre par le menu Affichage, barre d'outils, et sous l'onglet barre d'outils, on vient cocher ou décocher la même liste. Alors, plus vous allez importer, soit dit en passant, d'extensions de SketchUp, plus vous allez avoir une liste longue et plus précise. Alors, c'est à cet endroit-là que vous pouvez activer et désactiver certains outils. Sous l'onglet Options, on peut décider d'avoir des icônes plus petites. La mienne, bon, moi, je règle tout ça sur de grandes icônes puisque c'est une formation, mais quand je travaille, c'est souvent avec de plus petites icônes pour me permettre un plus grand affichage de mon travail à l'écran. Pour ce qui est de la palette d'outils, on le sait, hein, c'est ce qui est ici sur la droite. Alors, on retourne dans... Excusez-moi, j'ai comme perdu la place. Oui, c'est ici dans le menu Fenêtre. Les deux premières entrées, ce sont les palettes préenregistrées, la palette par défaut et celle que j'ai baptisée, qui m'est propre. Alors, celle-ci, on va donc placer voilà, sur chacune ce qui nous plaît. Bon, comment on fait pour modifier certaines choses? On va dans Gérer les palettes et dans la fenêtre qui s'ouvre, que vous ne voyez pas en ce moment à l'écran, mais on viendrait choisir dans l'une et l'autre de mes palettes enregistrées, qu'est-ce que je veux avoir constamment d'ouvert.
Donc, pour ma part, le tout premier en haut est toujours info sur l'entité, puis ensuite, je coche presque tout. Matière, composants, style, calque, scène. Ombre et brouillard, c'est à vous de voir. Structure également. On pourra s'en reparler, mais les premiers sont très importants. Donc, vous l'avez ici. C'est la liste de mes boîtes de dialogue que j'ai en permanence. Petite astuce, si vous désirez masquer la palette qui est ici sur le côté, eh bien, vous avez qu'à cliquer sur la punaise qui est juste en haut à droite de la palette. Alors, aussitôt, vous voyez que la palette entière est masquée. C'est peut-être un détail que j'ai oublié de vous dire, mais si vous voulez gagner un peu d'espace sur votre terrain de jeu, ben, c'est la façon de faire. Et pour la faire réapparaître, on fait simplement survoler l'onglet du nom de votre palette, ici c'est Hugo, puis retrouver dans le fond toutes vos boîtes de dialogue. On se retrouve sur un environnement Mac, vous le constatez, c'est sensiblement différent de la version PC. Alors pour moi, c'est beaucoup plus simple de me retrouver dans cet environnement, croyez-le ou non, bien que je me sois adapté à la version PC pour le temps des formations. Je vous dirais qu'on s'y retrouve quand même assez bien. On réussit à passer d'une interface à l'autre sans trop de difficultés. Alors vous remarquez que les icônes sont les mêmes, sont peut-être placées un peu différemment que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais libre à vous de tout réorganiser. Encore ici, pour vous le montrer, on fait un clic droit dans la zone grise, on personnalise la barre d'outils. Excusez-moi, on va oublier ça. Et ce qui arrive, ben là, oui, c'est ça, c'est ce petit détail de Mac, que les icônes se mettent à bouger et tout ce qu'on a à faire après, nous, chez les utilisateurs Mac, c'est de cliquer, glisser, tout simplement, les icônes qui nous intéressent. Alors, c'est la façon de travailler. Autrement, vous allez vous y reconnaître assez bien. On a ici les vues, on a ici ensuite les visibilités, certains outils que je me suis permis d'ajouter à certains endroits, assez différents de ce que vous avez peut-être, mais on s'y reconnaît. Ici, c'est les outils booléens, ensuite les coupes et les icônes associées. Une autre extension, on s'en reparlera tout à l'heure. Vous reconnaissez ici les deux suivantes, hein, c'est pour interagir avec les composants dynamiques et les options du composant dynamique. Puis ensuite, les fameuses boîtes qui mènent à Sketchucation. Alors, cette interface, je vous invite en passant à avoir une session active. Alors, quand on demande ici à se connecter, c'est avec Trimble et ici, c'est avec Sketchucation. Alors, si les deux paliers sont enregistrés de votre côté, ça va bien aller. On va faire ensemble quelques incursions du côté des extensions dans la prochaine heure. Alors, cette table, la table que je vous demandais de créer, la table de Johanna Gravounder, eh bien, c'est une table assez simple et dans sa facture, mais on va évidemment se la complexifier un petit peu. C'est le bonheur de suivre une formation ensemble. Alors écoutez, on se donne quelques instants pour modéliser le minimum du minimum. Alors si on regarde cette table que vous avez reçue en format PDF, alors on constate qu'il y a 4 croisillons. En fait, c'est 2X côte à côte, mais chaque panneau d'un X se répète dans le fond 4 fois. Il y en a 4 en tout. Alors, on va essayer d'en modéliser qu'un seul pour pouvoir faire tous les 4. Autre chose, l'entretoise, c'est le petit triangle, le prisme triangulaire qui est au centre du croisillon. Alors, on en a 4 par X, donc il y en a 8 en tout. On n'en fera qu'un seul, donc. Et ensuite, si on regarde attentivement, on retrouve des patins. Alors, ces petits... c'est des petits cylindres qu'on a situés tout en bas de chacun des croisillons, puis il y en a aussi en haut pour soutenir le plateau de verre. Donc c'est un autre élément qu'on fera uniquement qu'une fois, mais il y en a 16 en tout, comme c'est bien indiqué dans la bulle de détail juste à la gauche, à la droite de la première page. Autrement, le plateau est à faire, c'est très simple aussi, un petit biseau inversé. On le présente en détail à la page 2, alors on fera ça dans un deuxième temps. Où est-ce qu'on commencerait par ça, tiens? On va commencer par une patte. Alors on va faire un croisillon, on va faire qu'un volet, un volet de cette patte
en diagonale. Alors, la chose à comprendre, c'est que j'ai une hauteur fixe et une largeur prédéterminée. Alors ça, il va falloir dans le fond que ma table entre dans cette, dans cette boîte que je vais construire. Donc on est à 32. Alors vous voyez cette dimension, la table finale devra rentrer là-dedans. Est-ce qu'il est important pour moi de conserver cette boîte? Non, c'est à titre d'indication. Par contre, je peux la conserver pour tout à l'heure, puisque la surface qui est là, 14 par 68, c'est bien ce que j'ai. 5 et 8 par ici 14 pouces, parfait. Alors ça va me servir tout à l'heure à faire le plateau. Donc, il y a plusieurs façons de s'y prendre pour réaliser cette table. Moi, je vous en présente une. On fera ensuite la part des choses. Là. Si vous avez d'autres issues pour réaliser la même chose, c'est libre à vous de le faire. Donc, on commence avec cette première patte qui va faire 14 par 1,5. Alors là, il faut jeter un œil à la page 2. On voit que l'épaisseur est d'1 pouce et quart. C'est très mal indiqué cette cote. C'est dans la grande bulle d'annotation sur la droite. Alors 1 pouce et quart, c'est l'épaisseur de mon panneau qui sert de patte. Et on va donner à cette épaisseur 14. Donc ça va être un 14 par 1 et 2, 1 et quart. Voilà. Ça y est. Alors moi, ce que je sais, c'est que en tout, ma patte n'ira sûrement pas plus haut que la table. On va même pouvoir calculer tout de suite là. Vous avez compris que j'ai fait une hauteur totale. Alors je suis allé chercher ici la hauteur de mon piétement. Et au plus simple, je suis allé lui donner la référence de la hauteur du plateau. Donc on est au-dessus du plateau. Il va falloir réduire le tout d'un demi-pouce plus un quart, donc de 3/4 de pouce. Alors c'est tout de suite ce que je vais faire. Je vais descendre le piétement de 3/4 de pouce. Même chose pour le bas, j'ai à considérer la hauteur du patin. Alors le patin qui fait 1/4 de pouce, c'est ce que je vais tout de suite demander, de remonter le piétement d'1/4 de pouce. Le voilà, parfait. Alors c'est un petit calcul tout simple qu'on avait à faire. On a maintenant un piétement d'une hauteur totale de 2 pieds 7. Très bien. On a une inclinaison à 45 degrés. Alors l'inclinaison, comment est-ce qu'on se la fait? On sait maintenant comment faire à partir du galon à mesurer, comment se faire une ligne repère, mais c'est toujours une ligne repère qui est verticale ou horizontale. On le sait ça. Cependant, si je vais tout de suite en dessous, ici chercher le rapporteur d'angle, eh bien ça me permet de faire une ligne repère en diagonale. Alors, je suis parti d'un point et je vais maintenant inscrire 45 degrés Enter. Donc 45 Enter, c'est tout. Et j'ai une ligne repère qui est ici en diagonale. Parfait. Tout ce que j'ai maintenant à faire, c'est de sélectionner le haut. Je fais attention de partir au même coin, là où j'ai installé ma ligne repère. Donc c'est cette arête qui va me servir de guide. Je m'en retourne ici en haut et je vais bloquer ici mon axe vert, l'axe des Y, pour pouvoir atteindre ensuite ma ligne repère. Ça y est. Alors vous vous souvenez, cette bibliothèque qu'on avait déjà fait au début de la session, on retrouve un peu la même manipulation ici. Alors j'ai toujours la même hauteur et je suis toujours à 1/4 de pouce du sol. En ce qui concerne la hauteur de mon morceau, il n'y a rien qui a changé. Alors tout est beau jusqu'à présent, ça va très bien. Ce que j'ai à faire maintenant, c'est de retirer certaines choses. Alors, oui, c'est vrai, je pourrais tout de suite faire de mon piétement un composant. Je vais attendre dans quelques instants, je vais le faire. J'ai oublié de le faire. Alors, je pars de mon centre, je m'en vais jusqu'en bas. Ici, je fais disparaître le tout. Comme ça, je suis assuré d'avoir deux angles égaux. Je fais la même chose en bas, à partir du centre jusqu'ici. Double clic. Et voilà. On fait disparaître l'arête. La ligne repère plutôt. Et avec un triple clic, je sélectionne l'entièreté de ma pièce. Alors je vais tout de suite en faire un
composant. Alors ici, je vais le nommer tout simplement piétement. Je ne donnerai pas plus d'informations. Ça y est. Alors ça va m'être très pratique d'avoir un tel piétement déjà de réaliser. Là, si on regarde attentivement le dessin, ça va bien jusqu'à présent. Là. On a réussi quand même à faire une bonne partie du travail. Moi, je pourrais continuer comme ça si je le veux. Par la même occasion, je vais vous dire, regardez, on pourrait déjà constituer les quatre piétements en angle avec l'outil miroir qui est légèrement différent de la vôtre, là, mais c'est pas grave. On y va comme ça. Voilà. On n'enlève pas l'original, c'est bon. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? Moi, je le prendrai à partir du centre. Est-ce que je vais trop vite là? Je vais recommencer. Attendez. Donc, j'ai sélectionné la pièce que je veux faire basculer en effet miroir. Celle-ci. Alors, je trouve l'arête qui va servir de miroir et je lui donne ensuite l'autre axe. C'est l'axe vertical. C'est sur cet axe que je veux faire basculer le tout. Je vois que ça a bien réussi. Donc, on n'efface pas non l'original. Si j'avais dit oui, ma pièce d'origine que j'avais initialement sélectionnée, ce serait effacée. Donc, je dis non pour la conserver. Parfait. À partir de là, ben, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de lui faire un point de bascule ici aussi. Alors, ça va peut-être être un petit peu plus difficile. Je vais vous proposer deux solutions pour faire le X central. Soit de trouver comme moi le point ici et refaire la même manipulation avec le même, la même extension miroir, comme ça. Ouais, ça réussit. Voilà. Est-ce que je suis à la même hauteur? Pour le savoir, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre mon outil déplacement, M. J'ancre le point le plus bas. Je clique vers le haut en maintenant l'axe. Ici, je le fais en ce moment avec la majuscule. Et je m'en viens cliquer sur le même point qui est à l'opposé. Voilà, comme ça, je suis assuré que les deux morceaux sont à la même hauteur et c'est parfait comme ça. Donc, je peux refaire la même manipulation que j'ai fait avec l'angle du haut, mais cette fois-ci à partir du bas, avec la touche, avec l'extension miroir. Et voici. Parfait. Donc, tout est beau. Le piétement s'en vient très bien. Cependant, si on regarde bien, et c'est là où j'en étais rendu, si vous constatez, si vous l'avez constaté, un des deux croisillons a préséance sur l'autre, sur le dessin qu'on voit en page 1 en élévation ou en 3D. Alors celui-ci et celui-là ont préséance sur l'autre, c'est-à-dire que au centre, au moment du croisé, on ne voit pas un carré, c'est une ligne droite. Alors c'est cette diagonale qui aurait préséance sur l'autre. Alors moi je vous propose un petit défi ici. Si on s'entend que cet assemblage est enchâssé, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les deux pièces se seraient emboîtées dans cette direction. OK? Alors il faudrait faire en sorte que chaque pièce ait une incision dans son épaisseur au centre, pouvant faire accueillir l'autre pièce. Alors, on n'aura pas à les refaire toutes les quatre, il faut juste bien déterminer à quel endroit sera situé cette encoche au centre de la pièce, et ça va nous permettre ensuite de bien réaliser le tout. C'est pas si compliqué que ça en a l'air. C'est moins compliqué que ça en a l'air, vous allez voir. Alors, moi, j'ai sélectionné en double-cliquant, donc, cette première pièce, ici, la pièce transversale. Je vais aller... non, je vais plutôt faire le contraire. C'est celle-là que je vais devoir creuser. Donc, j'appuie ici, parfait. C'est la bonne. OK. Je m'en viens au centre. Je viens faire une incision et encore une autre ici. Et tout ce qui me reste à faire, c'est de croiser, de pousser tirer la profondeur jusqu'à son centre, ici, comme ça.
Ça n'a pas tout de suite réussi. Vous allez voir et comprendre pourquoi. OK. Parfait. C'est surtout de l'autre côté que ça n'a pas bien réussi, on dirait. On va essayer de corriger ça. Ouais, même ce qu'on va faire ici, là, hop, on va effacer pour copier plutôt la pièce principale qui est le premier X. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? On va séparer simplement les pièces quelques instants. Vous allez voir, vous voyez, les deux encoches sont du même côté. Alors ça, c'est pas la bonne chose à faire. Je vais me donner, comme je fais souvent, une distance type. Mettons 12 pouces, c'est facile à retenir. J'aurai juste à redécaler ensuite vers la gauche ma pièce qui est en ce moment sélectionnée de 12 pouces pour la réemboîter dans l'autre. Mais ça va nous permettre ici de bien voir qu'est-ce qu'on va faire comme manipulation. Vous souvenez-vous, après avoir sélectionné une telle pièce, on peut la faire, j'appelais ça de façon un peu bizarre, la faire retourner dans ses culottes. Alors, on lui demande par un clic droit de se retourner le long de l'axe rouge. Alors, vous allez comprendre pourquoi je demande ça. Regardez bien le centre où se trouve l'encoche. Et voilà. Alors, le fait d'avoir demandé un flip, comme c'est la fonction, c'est comme ça que s'appelle la fonction en anglais. Alors, ce retournement le long d'un tel axe nous permet de conserver l'emplacement exact de ma pièce, là où elle se trouve, mais tout ce qui est à droite devient à gauche et tout ce qui est à gauche et vice-versa. Donc, alors, c'est la bonne chose à faire. Alors, tout ce qui me reste maintenant à faire, c'est un déplacement de 12 pouces pour qu'elle puisse venir réemboîter la première pièce. Maintenant, si on regarde ça, c'est tout à fait logique. Je me suis mis en transparence en appuyant sur ce carré transparent et là, je vois très bien que ça fonctionne. Et c'est la manière de donner préséance à cette pièce ici sur la suivante. Alors, on retrouve pas mal bien le croisillon qu'on avait et si on tourne de l'autre côté, on retrouve la même chose. Alors, c'est l'autre pièce qui a préséance. Voilà. Bon, ben, ça va très très bien. Donc, tout à l'heure, je ne comprends pas pour quelle raison, mais le X n'était pas bien aligné, je crois, ou j'avais pas encore fait le retournement. Ça doit être à cause de ça. Donc, tout ce qui me reste à faire à présent, c'est de dupliquer. Ben, c'est la touche M et CTRL. Et voilà, je m'en viens ici et je clique. Donc, j'ai déplacé mon X. Qui n'est pas à la bonne place. Oh, 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 oh. C'est mon erreur, ça. Ok, avez-vous remarqué? Ok, je comprends pourquoi tout à l'heure ça ne fonctionnait pas. Le haut est jointé, mais pas le bas. Alors, je ne l'avais pas remarqué. Donc, ça, c'est mon erreur. Oui, j'ai vu tout à l'heure à mettre les deux pièces à la même hauteur, mais je n'ai pas fait en sorte que l'extrémité ici soit alignée avec celle du bas. Il y a effectivement un décalage. Alors, ça, c'est une bonne occasion de reprendre la matière. Ouais, bon, ok. Alors, Hugo fait des erreurs et c'est super intéressant. Donc, allons-y avec ça. Ok, on reprend. Alors, tout ce que j'ai maintenant à faire, c'est de sélectionner l'arête la plus éloignée de ma pièce. Ici, mettons le sommet. Je vais bloquer mon axe pour pouvoir aller chercher le même point tout en haut. Oh boy, ok, on voit que c'est pas la même chose. Ok, c'est pas grave. Même si c'est pas grave du tout, ça va nous permettre de faire une petite manipulation bien intéressante. Alors, pour moi, la pièce, là, le cube à l'arrière, ça me dérange. Donc, j'en fais un groupe et je vais le masquer. Voilà. Donc, ce qui me permet de vous dire, je vais utiliser cette pièce ici, voulez-vous, celle qui est en diagonale, comme ça ici. Alors, ça me permet de faire une petite manipulation parce que ça ne me tente pas du tout d'avoir à tout refaire. J'aurais deux façons de corriger la chose. Soit avec l'outil pousser-tirer, P, jusqu'ici, et ensuite, hop, et ensuite au travers. Oui, je comprends qu'on ne voit rien, mais si je recommence, là, on pourrait se mettre en transparence. Voilà, c'est ce que j'ai fait, tout simplement. Et en bas, la même chose. Ça revient exactement à l'idée qu'on avait au début.
Vous avez vu que sur la deuxième pièce en diagonale, tout s'est remis au même niveau et c'est parfaitement aligné. Parfait. L'autre façon de s'y prendre, c'est une autre manip que j'aime bien. Alors, il faut simplement être un petit peu plus précis. Une fois que la pièce est sélectionnée, on s'en va chercher les lignes, simplement les lignes. Et là, je vais me remettre en transparence. Je passe le cadre de sélection par-dessus les lignes et les faces à déplacer. Je prends, après que tout soit sélectionné, je prends l'outil M. Je maintiens la majuscule sur l'axe. Et voilà, je m'aligne tout simplement. Oh, ça marche pas bien, pas en tout. Non. Bon, c'est trop aléatoire ça. Non, je pensais pouvoir m'ancrer. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ah, c'est ça, il fallait que je voie le rosé. Parfait. Ça y est. OK. Ouais. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est que cette ligne rosée, hein, de couleur magenta, ben, ça nous apparaît seulement quand on vient l'effleurer et la diagonale nous est présentée en magenta, mais en tireté. Alors là, ça nous permet de cliquer et l'ancrage est bien fait comme ça. Parfait. Bon, ben ça y est. Alors ma pièce est bien alignée, tant à la verticale qu'à l'horizontale. Je peux maintenant la prendre. J'ai sélectionné les deux pièces, l'une et l'autre. Et maintenant, je vais dupliquer le tout. Voilà, comme ceci. Bon, ça a de l'allure. Très bien. Alors ça va bien, on va faire maintenant l'entretoise qui est située juste ici au centre. Alors ce petit prisme triangulaire, on dit à la page 2 que ce prisme triangulaire a un pouce écart de hauteur. Alors comment est-ce qu'on vient faire un pouce écart de hauteur dans un angle comme celui-ci? Alors, on va certainement prendre le galon à mesurer. C'est ce qui nous permet de faire des lignes et des points repères. Alors les points et repères, on l'a un petit peu moins vu. Alors, si je pars de l'intersection qui est ici, je clique et je vais vers le haut. Je peux même bloquer l'axe bleu vertical en appuyant sur la flèche du haut. Et je vais simplement inscrire un pouce écart. Alors, ce n'est pas une ligne guide, mais bien un point guide qui m'apparaît. On le voit très bien ici. OK? Alors, ce point guide va m'être très utile. Si je prends maintenant la ligne L, je m'en viens tout simplement faire une ligne de part et d'autre, comme ça ici. Attendez un petit instant, je crois que la face... Est-ce que j'ai une face qui s'est remplie là? Oui, ça y est. OK. Donc, il faut repasser un peu jusqu'à temps que vous voyez un petit triangle apparaître. Donc, c'est bien simple. On part de notre point guide. On fait deux tangentes de chaque côté et on réunit les lignes ensuite en repassant pour former un triangle comme celui-là. Ben, la suite, vous me voyez venir, c'est très simple. On fait simplement ici une projection avec l'outil pouce étiré. On efface l'arête. On peut même faire ici un triple clic pour en faire quoi? Un composant qu'on va nommer entretoise. Oups. Je vais l'écrire en majuscule. Parfait. Alors, l'entretoise est bien dessinée. Je vais vous dire une chose, on a à la faire basculer, à la copier à trois autres endroits. Vous me voyez venir. Alors, on a à faire une copie qui va répondre à un rayon de 360. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut avoir? Ben, c'est un point central. Il va falloir qu'on trouve ici un point pivot autour duquel va tourner à 3 heures, à 6 heures, à 9 heures, la même pièce qui est située en ce moment à midi. Alors, pour ce faire, on doit prendre l'outil faire pivoter, qui est ici. Alors, faire pivoter lettre Q. Comment est-ce qu'on s'y prend pour trouver le point central? Ah ben là, je vous l'ai montré là. Alors, le point central qui est très aléatoire, pour le retrouver, je suis allé effleurer avec mon outil sans encore cliquer là. Il est simplement il est capturé au bout de mon curseur. Je vais effleurer le premier coin ici, le deuxième, et je viens faire la réunion. Et là, le point central m'apparaît
par une résistance du curseur. C'est à ce moment-là que je vais cliquer pour la première fois. Clic, voilà. Oups, voilà. Pourquoi il ne veut pas? Ah, ça en est drôle tellement que c'est... Bon, ça y est, ok, ça a fonctionné. Donc le point central est là, c'est bon. Je m'en viens chercher... Ah ben là, faut que je fasse attention. Là, je suis venu sélectionner toute une autre pièce. Là. On recommence, on recommence. La pièce que je veux faire basculer, c'est celle-là. Bon, est sélectionnée. Je m'en vais chercher l'outil faire pivoter. J'effleure l'autre et je trouve l'intersection entre les deux. Ça y est, c'est fait. OK. Maintenant, je vais cliquer sur la pièce que j'ai à faire copier sur un rayon. La voici. Bon, là, je vais simplement faire pivoter. Qu'est-ce qu'on fait si on veut la dupliquer? CTRL. Alors, c'est la touche CTRL que voici. 90 degrés. Je clique et je vais demander à les répéter 2 fois encore. Oups, c'est pas suffisant, c'est 3 fois. X3 ou 3X. Parfait. Donc, ma pièce a été copiée. Ça, je vais vous inviter à revenir à vos notes de cours si jamais la manipulation n'a pas été comprise. Alors, on doit d'abord la sélectionner. On appelle ensuite l'outil Q. On trouve le point central là où on clique pour placer le point pivot. Et ensuite, on capture notre pièce en appuyant sur la touche CTRL, 90 degrés, qu'on va ensuite répéter 3 fois. 1, 2, 3. Ça exclut toujours la copie initiale. Alors ça, c'est bien beau. On va maintenant sélectionner nos 4 entretoises. On se prend un point pivot en quelque part pour venir copier le tout sur l'autre croisillon à la même place. Et voilà. Excusez-moi. Donc, ça va très bien. Ce qui nous reste à faire, ce sont les petits patins cylindriques. Les patins cylindriques, je crois que l'information était donnée qu'ils mesurent 5/8 de diamètre. Alors, on va partir ça à côté ici. Donc, si ça fait 5/8 de diamètre, c'est 3/8. C'est tout ça? Je suis un peu mêlé là. Voyons. 5/8. 10, 16. Hey, excusez-moi. J'ai un petit flottement. 5/16. Bon, on recommence. Alors, pour faire le patin cylindrique, j'ai besoin d'un cercle de 5/16 de rayon. C'est ma façon d'obtenir un 5/8 de diamètre. Et je l'élève d'1/4 de pouce. Voilà. Je sélectionne le tout. J'en fais un composant que je vais nommer patin. Et maintenant, il va falloir non seulement le dupliquer, mais bien le positionner. Alors, on va comprendre un petit peu mieux à partir de maintenant comment fonctionne notre structure. J'ai dessiné un seul piétement en diagonale que j'ai répété 3 autres fois pour constituer tout le piétement de cette table. Bon. Maintenant, si je me dis, je rentre à l'intérieur de ce mode de composant qui est ici, et je vais demander à ce que mon patin soit inscrit dans le mode d'édition. Alors, le fait d'inscrire quelque chose dans le mode d'édition, de l'ajouter comme pièce indépendante, va me permettre de dupliquer dans chacune des pattes en angle, dans chacun des piétements, la même composante ajoutée. Alors, comme j'en ai fait de mon patin un composant, je m'en vais dans ma boîte de dialogue composant, et si je clique sur la maison, je vais réunir tout ce que j'ai de composants dans mon projet. Et mon patin se retrouve ici. Alors, je clique dessus, je l'apporte
à l'intérieur de mon mode d'édition. Vous avez bien vu. Bon, alors là, il est beaucoup trop haut. On va le descendre. Voilà. Alors, il s'est bien situé. Bon, là, je n'ai pas spécifié à quel endroit on va venir placer le patin. On pourrait être beaucoup plus précis. Regardez ce qu'on va faire. On va se donner, disons, mettons à 2 pouces du bord. Parfait. Puis, moi, je vais utiliser au plus simple l'outil miroir pour venir chercher le point central. Et voilà, comme ça ici. Donc, j'ai 2 patins situés à égale distance du bord l'un et l'autre. Ça, c'est beau. Et si je regarde les autres piétements, ben oui, ça s'est automatiquement ajouté puisque j'ai créé ce patin à l'intérieur du mode d'édition en double-cliquant sur mon piétement. Alors, j'ai maintenant 2 patins en bas dans le mode d'édition de ma patte diagonale. Je peux effacer ce patin-là qui flotte pour rien. À présent, il faut que j'en installe tout en haut. Alors, on va faire la même chose. Puis pour être encore plus cachère, regardez bien ce que je vais faire. Je rentre à nouveau dans le mode d'édition. Je vais chercher mes patins. Ouais. Ah oui, regardez ça. Majuscule pour copier. Non, je dis majuscule, pardon. C'est la lettre M. M ici. Je clique et je duplique. Parfait. Et je m'en viens chercher un point ici au centre. Alors, je suis parti du centre bas au centre haut. Maintenant, je suis beaucoup trop bas. Il va falloir que j'élève le tout d'1/4 de pouce. Ça y est, c'est fait. Donc, peut-être qu'on pourrait rendre ça un petit peu plus propre. Ici, là, bref, peu importe. Ouais, ça ressemble pas beaucoup. Comment ça se fait? Attendez un petit instant. Ici, de là à là, j'ai 5/8. Comment ça se fait que sur mon dessin, on dirait que j'ai une marge? J'ai plus de distance sur mon dessin. Bon, c'est mystérieux ça. Ok, quoi qu'il en soit, on garde ça comme ça pour l'instant. Et on a vu quand même que les patins se sont redistribués partout à la hauteur de nos croisillons. Parfait. Bon, ben ça c'est pas mal bien. Le piétement est très bien réalisé. On mettra les textures dans un instant. Là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est le fameux plateau en verre. Alors, on va faire réapparaître pour ça le meuble qu'on avait tout à l'heure. Alors, édition, révéler tout, puisque je l'avais masqué. Puis même pour vérifier que certaines choses, regardez, on va déplacer le tout pour voir si ça rentre bien. Je pense que tout va bien. Ouais, ça ne dépasse pas. C'est parfait. Alors, ce qu'il nous reste à faire maintenant, ce plateau, c'est bien important de comprendre qu'on va devoir partir de l'empreinte qu'on avait. Hein. C'est une surface de 14 par 68. La mesure avait été bien prise tout à l'heure. Ce qu'on peut faire, dans le fond, c'est, pour nous simplifier la vie, là, on a un plateau d'1 demi-pouce à créer. Alors, tout ce que j'aimerais faire avec vous, c'est de dupliquer les arêtes au pourtour de ma surface, 1 demi-pouce plus bas, pour ne pas avoir à tout recommencer. Alors, après avoir double-cliqué, parce qu'on sait que le premier clic, c'est la surface, double-clic, surface et les arêtes connexes, je vais supprimer avec la touche majuscule la surface centrale, enfin la sélection de la surface centrale pour ne garder que les arêtes. Avec la touche M, je vais venir dupliquer ces arêtes 1 demi-pouce plus bas, Enter, voilà. Et ensuite, faire disparaître le tout, comme ça ici, avec le pouce étiré. Donc, j'ai mon plateau à la bonne hauteur en plus et de la bonne épaisseur. On va être encore plus attentif. En page 2, le détail nous dit que le biseau ne commence qu'à 1/4 de pouce de la surface. Alors, encore une fois, je vais devoir double-cliquer pour isoler à nouveau que les arêtes.
Je désélectionne la face en maintenant la touche majuscule. On fait encore la même manipulation, mais cette fois-ci à un quart de la surface, c'est-à-dire au centre. Parfait. On comprend que la surface qui est ici sera plane, mais celle en dessous va être en angle. C'est le biseau inversé qui va commencer là, ici. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend pour réaliser ce biseau inversé? Alors, si on se dit qu'on est à 30 degrés, mieux vaut prendre une ligne repère avec un angle de 30 degrés. Et pour ça, on revient à notre rapporteur d'angle qui est ici. Donc, on cherche le disque pour qu'il soit bel et bien à la bonne face. Là, vous avez peut-être remarqué que j'ai fait en sorte que tout devienne magenta, rose, en appuyant sur la touche majuscule. Ça me permet de bloquer l'axe de mon disque. Il était bien situé, là. Je vais appuyer sur majuscule. Comme ça, il va prendre repère sur la face sur laquelle il se trouve. Je clique à présent. Voilà. Je clique et je vais demander, à partir d'une ligne droite, de me calculer 30 degrés. Alors, si vous ne vous souvenez pas comment faire, on recommence. J'ai appelé la ligne repère qui est ici, le rapporteur d'angle plutôt. Pour être certain d'être sur la bonne face, j'ai maintenu ma ligne. J'ai maintenu la touche majuscule pour être sur le même axe. Je clique le point central, c'est le point de départ à partir duquel on va calculer 30 degrés. Mais pour ça, il faut d'abord lui donner un axe existant, c'est-à-dire l'axe vertical, et à partir de cet axe-là, on lui demande 30 degrés. Parfait. Je reprends donc ma ligne et fais une diagonale. Je peux effacer ma ligne repère. Donc, ça va très bien. Donc, c'est bien beau d'avoir un petit triangle maintenant bien dessiné avec un angle de 30 degrés. Il va falloir que je fasse une certaine manipulation qui va me permettre d'avoir un angle égal tout le tour de mon plateau. Vous souvenez-vous de la fameuse commande qui nous permet de faire ça? Eh oui. Alors, après avoir sélectionné ma face, je vais m'y prendre autrement pour cette fois-ci. On va le refaire de 2-3 façons différentes, vous allez voir. Oui, c'est d'utiliser Suivez-moi. Alors, l'outil Suivez-moi qui se retrouve ici, à la même place que sur votre interface Windows en passant. Toute cette barre du grand jeu d'outils, ben, l'organisation est pas mal la même. Donc, j'appelle mon outil Suivez-moi. Je vais cliquer sur ma face et... Ah, je suis allé un petit peu trop vite. Alors là, il a compris qu'il n'y avait seulement qu'une arête à faire. Il m'a fait tout de suite une première diagonale. CTRL Z. On recommence. Moi, ce que j'ai fait là, c'est de cliquer sur la face en maintenant mon index sur ma souris. Et là, avec le majeur, c'est une manipulation à la souris. Là. Je viens dézoomer et promener ma souris, toujours en maintenant l'index, toujours en ayant l'index sur ma souris. Là, c'est une manipulation qui est assez tordue. Ça. On va essayer de faire le pourtour au complet. Bon, ça y est. Ouais, ça fonctionne-tu, ça? Plus ou moins. C'est pas la meilleure façon. Mais ça aurait été une bonne façon de faire si j'avais eu que deux faces, disons, à faire jusque-là. OK? Si j'avais eu un comptoir qui s'ajoutait ici, là, pour une cuisine ou quoi que ce soit, ben oui, j'aurais pu partir avec mon fameux triangle en maintenant l'index sur ma souris. Et là, tout fonctionne encore pour les outils de déplacement. Voilà. Donc, j'aurais pu dire, tiens, on s'en va jusqu'ici et j'arrête. Je retire mon index de ma souris. Et oui, j'aurais eu un biseau inversé jusque-là. Cependant, ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, on recommence. Ce que je vais avoir dans le fond, là, c'est un pourtour. Alors, on sait comment s'y prendre. On va refaire la même chose. On va sélectionner seulement le périmètre. On va appeler exactement comme on le faisait avec les sphères. On va appeler, après avoir sélectionné le chemin, on va appeler notre outil Suivez-moi et on va simplement cliquer sur la face à extruder. Celle-ci. Clic. Et voilà, tout est fait. Voyez-vous?
Alors là, c'est vraiment sur ce périmètre, sur ce chemin, que c'est réalisé l'extraction de notre triangle. Je vous montre une autre façon de faire que j'ai peut-être pas eu le temps de vous montrer très bien, puis c'est un petit peu plus difficile, alors c'est peut-être le bon moment là, de vous la présenter sur une vidéo. Vous pourrez recommencer la manipulation. Bon, je vous le dis tout de suite, une fois sur deux, ça ne fonctionne pas. J'ai ici, j'appelle tout de suite mon outil Suivez-moi. Je vais maintenir la touche contrôle et attendez un petit instant. C'est vrai que ça ne fonctionne pas toujours. Non, deux petits instants. Ah, c'est ça. OK. Oui, on recommence. Alors, la touche, oui, plutôt on appelle l'outil Suivez-moi. On va tout de suite chercher notre triangle, la face qu'on veut extruder. On clique dessus et on engage déjà un déplacement. Mais tout de suite après, appuyez sur la touche Contrôle. Et cliquez sur la face en question que vous souhaitez, autour de laquelle vous souhaitez extruder votre triangle. Clic. Ça revient au même. Voyez-vous? Plutôt que d'avoir à sélectionner le pourtour, donc le chemin, on pourrait s'y prendre autrement. Donc avec l'outil Suivez-moi, vous appuyez, vous cliquez sur la face extrudée, vous engagez le déplacement, mais aussitôt, vous allez appuyer au clavier sur la touche Commande, ou Contrôle plutôt, et cliquer sur la face autour de laquelle l'extrusion doit être faite. Clac. Et voilà. Ça revient au même. C'est bon? Alors, je pense qu'on a bien réalisé ce qui était à faire. Ce qui nous reste maintenant, c'est d'aligner le tout. Alors, je vais sélectionner le piétement. On va se prendre un point central pour engager le déplacement. Donc, je me prends ici. Ça va toujours mieux. On a un point repère. Parfait. On va saisir de la flèche droite ou gauche, là, selon l'axe où vous êtes. On va bloquer l'axe rouge pour aller se pointer au centre de notre plateau. Ça y est. Donc, tout est bien aligné. J'en suis certain comme ça. Bon, ben c'est très très bien ça. Bravo. Alors, oui, on n'est pas encore rendu à aller vers Layout. On va donner un peu de vie à ce meuble. On va commencer avec le plateau. Le plateau, j'ai sûrement déjà... Ah oui, ça c'est ma palette de textures. La boîte de dialogue matière et texture est très 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 différente dans l'environnement Mac. C'est très ludique quand on le voit. C'est pour les couleurs. La brique nous donne les matières. Ça s'en vient. Là, vous allez voir à quel point j'ai des matières. Donc, tout ce que vous voyez ici dans le fond, là, là vous remarquez, hein, les couleurs Benjamin Moore, ben ça, vous avez ça dans votre cahier, comment les importer. Tout ce qui est en majuscule, ce sont mes collections à moi. C'est les collections personnelles, celles que j'ai développées au fil des années. Donc, ce que je veux de mon côté, c'est du verre et de la céramique. On va y aller avec le petit gris qui est là. Majuscule pour considérer toutes les faces autour de la sélection et je clique. Voilà. Ça, c'est beau. On va aller avec l'entretoise maintenant. L'entretoise, on va demander à ce que ce soit un gris charcoal, peut-être couleur fer, tiens, majuscule encore, toutes les faces, et voilà. Ici, le bois, on peut on peut bien prendre celui. Prenez donc celui de votre choix. Pour ma part, je vais donner un ton peut-être un petit peu plus... Bon, alors ça c'est bien, mais on voit que le grain du bois n'est pas dans le bon sens. Bon, ben là, c'est une très bonne occasion de revoir une certaine manipulation qu'on peut faire avec les matières. Puisque je peux atteindre la surface d'un clic, on voit qu'elle s'est sélectionnée. Je fais un clic droit, texture, position. C'est la façon de travailler, de réorienter un motif
comme ça ici. Alors là, qu'est-ce qui se produit? C'est que les quatre fameuses punaises se retrouvent assez loin les unes des autres. Par contre, ce qui m'importe, moi, c'est après avoir déterminé l'emplacement d'origine du motif avec la punaise rouge, je prends la verte pour pouvoir lui demander un 90 degrés de pivot. Voilà. Donc, je m'en vais un petit peu plus haut. J'aurais pu étirer un peu plus. Pour moi, ça me convient très, très bien. J'appuie sur Enter pour sortir du mode d'édition de texture. J'appuie sur la touche B, Bucket, pour retrouver mon pot de peinture. Et là, la touche Alt pour la pipette. Je vais maintenant saisir cette nouvelle texture bien orientée et je m'en vais ailleurs sur ma pièce pour refaire, pour, euh, pour donner la même orientation à toutes les autres faces. Alors, je n'ai pas encore cliqué. On voit que on sait que l'orientation, puis ça ici, ça a été bien saisi. Alors, avec la touche majuscule, je demande à ce que toutes les autres faces semblables à celle-ci, donc dans la même orientation, se transforment. Donc, je maintiens la touche majuscule au clavier et je clique. Voilà. Alors, tout a été réorienté et je suis assuré que sur toutes mes pièces, la même chose s'est faite. Et voilà, parfait. Donc, il me reste que les patins à retravailler. Ah oui, les patins aussi ont reçu la même texture. On va corriger ça tout de suite en rentrant dans son mode d'édition. Tiens, on va aller chercher ça ici. Une petite touche noire. Parfait. J'éteins tout ça. Bon, ben c'est pas mal bien tout ça. Et voilà. Excellent. Donc, on ne l'a pas encore fait, hein, mais ça serait peut-être important de tout enregistrer comme il faut. Alors, moi, je vous encourage à le faire puisqu'on va basculer bientôt vers Layout. Très bien. À partir de maintenant, on va devoir faire nos scènes pour que tout soit bien reconnu dans Layout. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans le fond? C'est une projection orthogonale comme on a à la page 1 de votre PDF. Alors, il s'agit d'une vue en plan, d'une élévation, d'un profil et d'une vue 3D. Donc, c'est 4 scènes qu'on aura à présenter dans notre mise en page Layout. Alors, c'est bien beau, tout ça, oui, on va jouer avec nos maisons qui sont ici, hein, c'est des vues prédéterminées. Alors, comme on le voit avec l'axe vertical qui est bleu en bas, on n'est pas dans un bon mode pour faire des plans sans point de fuite. Alors, on va devoir aller dans le menu caméra, demander la projection parallèle, comme c'est là. Cependant, je ne veux pas voir ces fameux axes, ces fameuses lignes d'axes sur mes plans dans Layout. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est une question de visibilité, on le sait. On va devoir aller dans la boîte de dialogue scène. Non, pardon, dans la boîte de dialogue style pour pouvoir aller retravailler le style courant afin de retirer ces axes. Dans le menu édition, on devra aller à quel endroit? Je crois que c'est ici. Oui, exactement. Donc, dans le dernier cube qui s'appelle modélisation, demander à retirer les axes du modèle ainsi que les lignes guides si on en a encore. Moi, cette vision-là, là, avec un fond blanc, avec l'absence de guide et d'axe, je l'ai déjà créée. Alors, si je reviens à sélectionner, je vais tout simplement aller chercher dans mes styles casaniers que j'ai créés au fil du temps. Alors, un de ces styles, mettons mur extérieur, je suis pas mal sûr. Vous voyez qu'il y en a qui s'appelle sans matière, donc il s'agit simplement d'être venu sélectionner le plan monochrome.
Donc, pour ma part, je vais prendre tout simplement le style, bon, élévation, tiens, c'est la même chose, parfait. Donc, l'absence des lignes d'axe et des lignes guides, c'est la meilleure chose à faire pour basculer ensuite et bien travailler sur layout. C'est ce que je vous avais déjà recommandé. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On va créer des scènes. Puisque le style est bien choisi, on va simplement ajouter une scène qu'on va baptiser. Euh, oui, alors ici, il faut simplement faire ça. De votre côté, c'est renommé. Alors, la vue est ici en plan. Parfait. On va aller sur une vue maintenant de profil. On ajoute une scène. Je suis peut-être allé un peu vite, mais vous avez compris que j'ai sélectionné la petite maison avec une vue de profil. Et la dernière, c'est une vue de face, comme celle-là. Parfait. Je vais écrire élévation. Très bien. La toute dernière, ben, je peux m'inspirer de cette isométrie qu'on me présente ici. C'est un peu agressif. Je trouve que c'est pas suffisamment. Ça donne pas assez de justice à la table. Et je vais enlever en même temps la projection parallèle pour redemander la perspective. C'est beaucoup plus proche de ce que verrait l'œil humain et ça me plaît beaucoup plus. Voilà. Donc ça c'est bien fait. On voit presque tous les détails et les composants. Alors, une fois que c'est bien fait, on redemande une nouvelle scène qu'on va nommer, baptisons, tiens, comme ça, 3D. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire avant de basculer dans Layout? Si je demande à envoyer le tout dans Layout, on va me dire que mon projet n'est pas enregistré. Voilà. Alors ça, c'est bien important. À chaque fois qu'on fait une modification ou à chaque fois qu'on veut s'en aller ou exporter le tout, notre projet SketchUp dans Layout, il faut enregistrer d'avance. Donc, j'enregistre et j'envoie le tout dans Layout. Alors, on rentre dans un nouveau monde. Là, je vous informe que c'est mon interface qui apparaît. C'était entendu dès le départ que l'interface de ce Mac, ben, c'est cette interface que j'utilise depuis toujours. Alors, la première image m'apparaît. Vous allez remarquer que bon, c'est pas mal semblable à ce que vous avez de votre côté aussi avec votre interface Windows. Style de forme, mes fameux dessins à l'échelle. Oh, j'aurais pu descendre tout ça. Ils ne sont peut-être pas situés au même endroit, mais c'est pas grave. On va tout de suite commencer avec la page. Vous vous souvenez quand on a créé notre gabarit, en fait notre gabarit layout, mais le cartouche, je vous avais invité à faire des insertions automatiques, c'en est une. Dès qu'on voit, comme ici, des crochets, eh bien, on sait qu'il s'agit d'une entrée automatique. Alors, ceci est relié au nom de la page, et le nom de la page se retrouve ici en haut. Voilà. Donc, si je viens à changer le nom de page 4 pour projection orthogonale, hop, pourquoi c'est en minuscule? Enter. Alors, projection orthogonale s'inscrit tout en bas. Il m'a écrit ça sur 2 lignes parce qu'il n'y a pas eu assez de place pour le mettre sur une. Alors, je fais simplement élargir le cadre de sélection de texte et tout se corrige comme il faut. Parfait. Bon, je pourrais redonner un petit peu plus d'informations. Projet final. Projet final. Formation SketchUp. Bon. Tiens, je me permets d'être juste un petit peu plus précis. On voit que le début du projet est automatisé, c'est-à-dire qu'on a une date de création, une date de mise à jour, et ça aussi, ce sont des balises qui ont été ajoutées à partir du menu texte, insertion automatique. Alors, l'insertion automatique de mon côté est en anglais, ça se peut qu'il soit en français du vôtre, ça revient au même. On peut tout changer comme on le veut. Parfait. Alors à présent, on va commencer à travailler un petit peu notre mise en page.
maintenant que les pages sont bien définies, là, je n'aurai pas besoin de mes premières. Vous voyez que mon gabarit professionnel arrive avec certaines pages prédéterminées. Alors, cette vue 3D, j'en ai pas besoin. Les trois autres non plus. Alors, je les efface pour ne garder que la première. C'est la seule page dont j'aurai besoin pour ce travail. Si le grand I ne me plaît pas, parce que bon, ça fait quand même partie du travail que je fais, hop, je vais simplement le retirer pour inscrire page. Alors, c'est pas plus compliqué. Si j'ai à changer le texte, vous voyez que c'est que des fenêtres flottantes. Hein? C'est quand même pas toujours agréable, ça. Ouais, ça, j'admire vraiment l'interface Windows pour ça. On espère d'une année à l'autre qui nous permette d'alléger le tout, mais c'est pas venu encore. Bon. Alors, ça, c'est fait. On va venir travailler cette image qui est un peu grosse. Donc, dans Modèle SketchUp, je peux voir bien des choses. Si je viens retravailler la dimension de l'image à partir de ces coins, alors de ces poignées, on voit que l'image se réduit au fur et à mesure que le cadre se transforme. Bon, alors ça peut arriver quand la touche, la fonction conserver l'échelle lors du redimensionnement n'est pas cochée. Si je viens cliquer sur conserver l'échelle, on est dans la boîte de dialogue modèle SketchUp ici. Là. Donc tout d'un coup, la redimension va considérer l'échelle actuelle, c'est-à-dire que le modèle ne bougera pas dans mon cadre. Ça veut dire que je vais pouvoir resserrer le cadre autour. Hop là, pardon. Comme ça, sans que la dimension de mon modèle dans l'image n'ait bougé. Parfait. Alors pour moi, cette dimension-là est pas mal bien. Si je veux redimensionner le modèle, ben, j'ai juste à désélectionner conserver l'échelle et je vais rejouer sur sa dimension, comme ça. Parfait. Je réappuie. Puis comme je suis un petit peu toc, j'aime bien quand les choses sont propres. Hop. Tadam. Voilà. Parfait. Donc on y reviendra à ça. Par contre, je peux très bien commencer avec cette image, la dupliquer et demander, toujours dans mon modèle SketchUp, la vue en plan, que voici. Bon, la vue en plan, on comprend qu'elle n'est pas bien cadrée. L'échelle actuelle est très embryonnaire, alors on va devoir la retravailler. Sur la page 1, on demande 1 pouce égale 1 pied. Alors on va simplement aller la retracer ici. Pardon. Et cette fois, oui, c'est ça, il va falloir rejouer avec le cadre de ma fenêtre. Bon, parfait. OK. Comme ça. Très bien. Je vais faire pivoter à 90 degrés ce plan parce qu'il n'est pas bien orienté. Alors, vous voyez qu'au centre de l'image, il situe un point pivot avec une attache qui me permet de faire pivoter quand je clique dessus. Et voilà, 90 degrés, c'est fait. On va s'en tenir à ça pour l'instant. On va d'abord faire les 3 images demandées et on va revenir ensuite au détail avec les cotes à ajouter. Donc, je prends l'image, je la duplique en maintenant la touche commande, contrôle plutôt, et je vais redemander ici dans modèle SketchUp la vue en élévation. Bon. Pour quelle raison cette vue en élévation m'apparaît tout d'un coup de côté? Parce que tout à l'heure, la vue en plan, je l'avais basculée à 90 degrés. Alors, il va falloir refaire la même manip, prendre la poignée, la redresser à 0.
on est quand même toujours bien guidé. Il y a une résistance qui se fait à chaque fois. Et voici. Pour s'assurer que mes deux pièces soient bien alignées l'une à l'autre. Alors regardez bien. Ce qu'on peut faire là, excusez-moi, c'est de donner préséance à celle-ci sur celle du dessous. Pourquoi? Parce que vous allez voir, je fais un clic droit après l'avoir sélectionnée et je vais aller la disposer sur le devant. Voilà. Regardez bien la petite manip un peu bizarre, là, mais ça va nous aider. Je vais prendre le cadre de ce plan et le remonter un peu, de telle sorte qu'il va être coupé à peu près à la moitié. Je vais pouvoir le descendre, l'aligner correctement sur l'autre, comme c'est ici, et le tour est joué. Alors en maintenant mon axe majuscule, je viens la repositionner comme il faut. Voilà. Alors là, je suis certain d'avoir deux pièces très bien alignées, comme ça doit l'être, dans une projection orthogonale. La même chose, un peu de côté. Voilà. Je vais cette fois-ci demander la vue de profil. Je garde toujours, évidemment, la même échelle. Encore une fois, j'ai à retravailler et le cadre et la position sur la feuille, c'est-à-dire que je vais devoir rapprocher le tout. Comme c'est la dernière en liste, ben j'ai préséance sur l'ancienne image, donc j'ai à recadrer un petit peu pour enlever un peu de hauteur, voilà. Hop. Ouais, là, c'est pas aussi précis qu'avec AutoCAD, je vous le concède. Mais on arrive à faire quand même un bon boulot avec ça. Pour les besoins de la cause. Si on était cachère, là, on avancerait le tout. Comme c'est ici. Puis même si on l'était encore plus, on pourrait se dire que ça, ça et ça, après avoir sélectionné avec la majuscule, je vais disposer le tout centré sur ma page à l'horizontale. Voilà. Donc, ça m'obligerait dans le fond à déplacer cette vue 3D. Et si je veux encore mieux travailler, je pourrais tout sélectionner ces vues pour demander une disposition centrée encore une fois horizontalement, mais incluant mon 3D. Et voilà. Je pourrais faire la même chose à la verticale dans ce sens-là, mais ça inclurait la distance euh, de mon cartouche. Alors, ça me fait penser qu'on n'a pas encore joué avec les calques. Alors là aussi, avec Layout, on a besoin de placer sur certains calques les éléments de notre plan. Si on va ouvrir la boîte de dialogue calque, vous voyez que certains calques appartiennent déjà à mon gabarit layout. Dès que je l'ouvre, c'est ce que je retrouve, et dans le bon ordre. Ça faisait partie des choses que je vous recommandais de faire. Hein. Les tracés, c'est toutes les petites lignes entièreté. Les annotations suivent. Ensuite, les cotes, puis l'image. Alors, par défaut, c'est déjà bien installé sur le calque image. Comment est-ce qu'on viendrait changer la chose? Par un clic droit après l'avoir sélectionné, déplacer plutôt vers le calque, et là, on sélectionnerait image. Voilà. Contrairement à SketchUp, où je vous oblige à toujours dessiner en calque 0, layer 0, ici on doit faire comme avec AutoCAD, sélectionner d'avance le calque avec lequel on vient travailler. Cette fois-ci, si j'ai à travailler avec les cotes, je vais demander le calque cote en partant. Et tout ce que j'ai maintenant à faire, c'est de zoomer correctement pour aller chercher le bon coin. Hop là. Jusque là. Et ensuite, je viens m'aider avec le grillage que j'ai installé tout au fond. Je vous présenterai tout à l'heure comment est-ce qu'on vient refaire un gabarit rapidement dans Layout pour avoir entre autres un quadrillé comme celui-là. Il y a une petite touche que j'aime bien, c'est celle-ci qui nous permet d'accrocher
ou de désaccrocher à la grille, c'est-à-dire à mon quadrillé à l'arrière, si je viens organiser ça d'un clic, eh bien, vous voyez que mon curseur va s'accrocher à chaque intersection, comme c'est ici. Alors moi, je trouve que c'est très très bien ça. Donc, je clique ici. Je vais faire la même chose, toujours avec l'outil cotation. Et à 2 carrés, je vais venir cliquer. Voilà, 14, 68, tout est beau. On va maintenant donner la hauteur de la même façon. On clique en haut, on vient chercher le point le plus bas ici, voilà, n'importe où, et on va déplacer le tout à la même égalité que la cote du haut à 14 pouces, donc on est sur le même carreau, on clique. Parfait. Si j'ai à travailler avec les, euh, les, les lignes d'attache de ma cote, je double-clique sur ma cote. Et à ce moment-ci, là, je pourrais jouer avec l'emplacement de mon chiffre, également avec ces lignes d'attache. Alors, je vais cliquer sur la poignée qui est là pour l'amener à la même égalité que l'autre, comme c'est ici. Ça, c'est propre. On demandait une deuxième cote, 31 pouces. Oui, c'est la hauteur, dans le fond, du piétement. On va aller chercher. Alors, on va prendre le point qui est ici, jusqu'en bas. Et en double-cliquant sur la cote, on va venir aligner le tout avec la cote du haut. Bon, évidemment, les cotes qu'on inscrit en ce moment ne sont pas parfaites, étant donné, puis même je vais désactiver ça ici pour aller un petit peu plus loin. OK. Sont pas parfaites étant donné qu'il nous manque plusieurs détails qui seraient donnés dans des bulles de détails. Je vais vous montrer dans un instant comment en faire. Donc, ce qui nous resterait ensuite, oui, comme cote, c'est la cote en angle. Alors, on clique sur la cote linéaire et on demande plutôt la cote angulaire. Alors, aussitôt, on va devoir cliquer un point pivot. Je vais prendre celui-ci. Donner un premier axe, une première diagonale, et ensuite, on revient au centre pour redonner un autre axe, comme c'est ici. Voilà. Alors, libre à vous ensuite de donner la hauteur que vous voulez. Là, vous remarquez une chose importante. J'utilise très peu souvent les cotes angulaires, et c'est un peu la raison pour laquelle elle est très mal travaillée par rapport aux autres, qui a des attaches en diagonale, qui répond tout à la même typographie, à la même ligne d'épaisseur, à la même épaisseur de ligne. Alors, cette cote-ci fait cavalier seul et ça me déplaît beaucoup. Alors, comment faire pour attribuer le style de cote que j'ai habituellement à ce 45 degrés? Eh bien, on va aller chercher la pipette qui nous sert encore ici. Alors, la pipette, c'est encore pour extraire des propriétés d'une source, ma source étant cette cote que je vais maintenant appliquer à ce 45 degrés. Clic, clic, et voilà. Alors de la même façon, je viendrai double-cliquer sur la cote pour prolonger, si je le veux, la ligne. Et voilà, c'est pas plus compliqué. Je pourrais aussi faire en sorte que... Je sais pas comment est-ce que je pourrais m'y prendre pour... Ouais, c'est pas fort ça. Bon, on va rester comme ça. Il y aurait sûrement moyen de retravailler le chiffre pour gagner un petit peu de lignes arquées de chaque côté. J'aime vraiment pas ça. Alors ça, si ça vous arrive, style de cotation. Style de cotation, on pourrait demander à ce que la cote soit au-dessus, vous voyez, ou en dessous, ou sur la ligne. Nous, on était sur la ligne, c'est ce qui fait qu'on masque la courbure de la cote d'angle et ça devient un peu problématique étant donné qu'on voit mal qu'il s'agit
bon, on comprend par le degré du 45 qu'il s'agit d'un angle, mais ça serait quand même plus clair de le mettre de cette façon. Donc, je vais demander à ce que cette cote, précisément, parce que je l'ai sélectionnée, soit située au-dessus de sa courbe, comme ça. Parfait. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est des annotations. Alors, si on va chercher, excusez-moi, si on va chercher notre calque annotation, puisque c'est là-dessus qu'on va maintenant jouer, on va demander à avoir, oui, on pourrait prendre l'outil texte pour faire plan, échelle, 1 pouce égale 1 pied, etc. Mais non. De mon côté, puis ça je voulais sûrement partager, dans l'album se trouve une quantité de choses. Là, c'est pas des toilettes qu'on veut, c'est ce genre de choses. Alors, c'est mon album avec toutes les, bon, tout ce que ça demande là, de lignes de titre, des bulles repères, à 2 ou 3 informations. Si on va un peu plus loin, on retrouve certains éléments qu'on retrouve assez souvent. Ici, je pourrais très bien prendre la ligne de sol pour l'ajouter. Attendez, on va bien la situer d'abord. C'est le genre de petites choses qu'on vient faire. Hop là. Mais voyons. Je prends pas le bon élément là. Comme ça ici. Bon, ça devient un petit peu compliqué des fois parce que on est avec... Ah, ok, là vous me voyez dans mon élément là en train de gosser comme on dit. Là. Et voilà. Bon, on finit par l'avoir. Oui, c'est un petit détail, mais ça peut devenir intéressant dans des élévations. Et on va prendre cet élément, on va le basculer un petit peu plus loin en maintenant les axes. On va simplement le réduire en largeur, comme ça. Tout est beau, c'est à la même hauteur, c'est parfait. Donc, j'en reviens à cet album. C'est des éléments qui me servent beaucoup, souvent. Alors, je les mets ici justement pour les utiliser à l'occasion. On les clique, on les glisse et le tour est joué. Alors, c'est à vous de les créer. Vous vous souvenez comment faire. On va tout simplement créer un espace vierge de 6 pouces par 6 pouces dans les hâtes. On travaille le tout et on vient ajouter, on vient enrichir dans le fond notre album personnel en demandant à ce qu'il soit enregistré comme album. Alors, cette page de 6 par 6, on va devoir l'enregistrer comme album pour qu'il soit reconnu ensuite dans l'arborescence de votre boîte de dialogue album. Alors, je reviens dans le fond 1 ou 2 pages plus tôt, j'avais ici mon titre de dessin qui était déjà bien installé. Je vais le nommer, bien sûr, plan. Un peu plus bas, j'aligne le tout. Je vais nommer celui-ci élévation. Et qu'est-ce que je fais encore? De dupliquer cette fois-ci à l'horizontale en maintenant la majuscule. On tasse avec les flèches. Profil. Parfait. Donc, le travail est fait. C'était pas plus compliqué. Ce qui vous reste à faire, dans le fond, ce qui vous restait à faire, c'était, bon, bien sûr, d'enregistrer, mais d'exporter le tout en PDF. Alors, le PDF se retrouve par défaut dans le menu d'exportation de fichiers, puis de me l'envoyer. Enfin, vous aviez à faire ça. J'en profite pour poursuivre un tout petit peu encore, étant donné que je veux revoir cette façon de travailler qui est quand même intéressante avec ces fameuses bulles d'annotation. Alors, c'est des bulles de détail plutôt. J'irai chercher dans mes calques l'outil tracé, tiens, parce que c'est bel et bien d'un tracé dont il s'agit. On va venir faire un détail de ce qui est ici. Bon, je fais d'abord un cercle,
mais le cercle est rempli. Alors dans style de forme, je m'en viens désactiver le remplissage pour ne garder que le cercle. Le trait est un peu fort. Un point, c'est beaucoup. Alors moi, je vais demander à avoir un point 4 en tireté. On va y aller à 0.75. C'est parfait comme ça. Donc, je peux déplacer le tout. Parfait. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire à présent? C'est de sélectionner à la fois mon cercle et l'image, puis de faire un clic droit pour créer un masque de découpage. Alors là, j'ai mal travaillé. Là, si vous m'avez bien suivi, là, vous avez sûrement compris pourquoi je dis que j'ai mal travaillé. Ce que j'aurais dû faire, c'est de prendre cette image, de la dupliquer, tout de suite de lui donner une nouvelle échelle. C'est-à-dire que plutôt que d'être à 1 pouce égale 1 pied, je vais être, disons, à 3 pouces égale 1 pied. Alors, je recommence. Je vais devoir recadrer pour bien retrouver la zone que je désire, agrandir. Oui, ça se trouve ici. Bon, on la cherche des fois. Hein. Comme ça. Parfait. Donc, on recommence. C'est là-dessus que je vais devoir faire mon masque de découpage, pas sur la source. Alors, je reprends, je m'en viens faire un premier cercle. Et je vais vouloir lui attribuer les mêmes propriétés. Alors, est-ce que je m'en viens encore une fois sélectionner, transformer tout ça? Ben non. Je vais aller chercher la pipette, je clique sur le tireté et sur mon cercle final. Voilà, ils ont les mêmes propriétés tout d'un coup. Alors, cette fois-ci, c'est le bon moment de sélectionner et le cercle et l'image, de faire un clic droit pour demander un masque de découpage. Et voilà, c'est fait. Et à présent, là, je pourrais à nouveau... Est-ce que je pourrais faire ça? Oui, voilà. Là, vous avez vu, hein? Quand il m'a défait le masque de découpage, quand il m'a réalisé le masque de découpage, le pourtour était comme ça. Donc, il n'y avait plus de traits autour de mon image. Alors, c'est la bonne occasion de reprendre la pipette. Hop, c'est ça que j'aurais dû faire dans le fond. Parfait. Alors, une fois que ça c'est en place, ben, on vient simplement aligner le tout. Ce qu'on peut faire, c'est de demander, ben, de préciser de quoi il s'agit. Alors, il s'agit ici d'un détail, pardon, qui ne mesure pas 1 pouce, mais qui est à l'échelle 3 pouces égale 1 pied. Le tour est joué. Voilà. Donc, à partir de là, vous pourriez fort bien poursuivre les fameuses cotations, comme vous le voulez, en allant chercher tout ce qui vous plaît. Alors, une fois que des choses comme ça s'alignent mal, ben, on vient simplement jouer avec les cotes, comme ça ici. Alors, il y a toujours moyen de s'organiser, puis au final de faire une belle mise en page. Alors, c'est un exemple de détail que vous pourriez faire si vous le voulez. Donc, ben, vous voyez, c'est pas si sorcier. On a quand même fait en 1 heure et quelques tout ce travail qui était demandé. C'était pas si simple, j'en conviens, mais c'était une bonne synthèse de plusieurs petits éléments qu'on avait vus durant la session. Alors, je vous laisse là-dessus. On se retrouve dans un petit instant pour un dernier bloc avec certains détails qui nous auraient échappé durant cette formation. Au revoir. Je fais un saut de puce dans le 3D Warehouse où on a retrouvé plusieurs de nos composants préférés. Parmi ceux-là, ben, je pense qu'on est tous unanimes à dire que les composants dynamiques sont très intéressants. On va en faire une petite recherche rapide juste pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Alors, quand on fait une recherche de la sorte, on voit dans les propriétés avancées, en marge gauche, qu'on peut venir filtrer le tout pour retenir que les composants dynamiques. Un peu plus bas,
et là, ça ne donnerait rien d'avoir en plus le mot cabinet. Je pourrais demander à retenir dans ma sélection seulement les modèles créés par un certain auteur. Je reviens toujours au même, Sketch Data, et demander ensuite ses collections. Donc, tous les modèles créés sont affichés ici. Il y en a quand même plusieurs dizaines. Et par collection, on vient réunir les principaux. Donc, une fois qu'on se rend à l'intérieur d'une des collections, on peut demander à retenir cette collection parmi nos favoris en l'appuyant sur le cœur. Et pour ce faire, il faut absolument avoir déjà notre session d'ouverte, donc s'être inscrit à Trimble et avoir enregistré nos paramètres. Puis ensuite, on vient télécharger le tout dans notre interface SketchUp. Voilà. Des textures et des images qu'on peut importer directement d'Internet. Je vous redonne certaines petites informations qui peuvent être utiles. Depuis Google, le le moteur de recherche le plus connu, on s'en va dans les images pour demander, disons, des textures de pierre. Alors, on le sait, si on vient importer une image comme celle-ci, d'abord celle-là est protégée, on voit une quantité de logos en filigrane, mais on remarque aussi que le bord gauche ne correspondra pas nécessairement au bord droit, c'est-à-dire qu'on va voir tout le tour une mosaïque, c'est-à-dire un périmètre qui vient délimiter notre image importée, mais qui, une fois appliquée sur une surface dans SketchUp, n'aura pas une très bonne allure. Alors, ce qu'il nous faut chercher par-dessus tout, ce sont des images avec le petit mot magique, c'est seamless. Voilà, donc sans joint. Alors, les images ici nous apparaissent. Si on voit une image comme celle-là, attendez, on va en prendre une au moins qui... Bon, peut-être celle-là... Ouais, c'est assez curieux. Sûrement qu'on aurait quelque chose d'intéressant ici. Si on n'avait pas cette bordure blanche en bas, on ne pourrait pas utiliser l'image qui est là, à moins de la retraiter, ni de ses filigranes, mais on voit quand même que le morceau ici en bas à droite, ça rimerait très bien à celui qui est en haut à gauche, en haut à droite, et aussi en haut à gauche, et en haut à droite. Donc tout ça formerait un seul et même morceau de pierre dans la mosaïque. Même chose ici, on voit que le bord droit correspond très bien au bord gauche. C'est la petite extension qui manque de ce côté-ci qu'on retrouve à gauche. Et la même chose en bas comme en haut. Alors ça serait une bonne image seamless. Alors si on l'aime, cette image, même si elle a un filigrane qui ne sera pas très beau au final, ben, on s'en va tout simplement l'enregistrer dans une image qui nous permettrait de la retrouver assez rapidement. Donc c'est pas mal la seule façon de le faire. Ensuite, de retour dans SketchUp, on fera ça tout à l'heure, vous avez vu déjà d'avance le projet à venir. Eh bien, dans SketchUp, si j'ai à faire une surface comme celle-ci, si j'allais la recouvrir, ben, je m'en vais simplement chercher le pot de peinture. Évidemment, la façon rapide, c'est d'avoir sous la main une texture déjà dans notre collection. Voici. Si par contre on ne l'a pas, alors là, c'est bon moment d'aller faire une importation à partir d'une image qu'on aurait téléchargée déjà dans, voyez-vous, comme celle-là ici. On va aller voir autre chose, attendre un petit instant. Donc ça fait partie des collections personnelles que j'ai développées au fil du temps. Bon, je reviens encore à ça, c'est celle-là qu'on va prendre. Alors, est-ce que j'ai bien sélectionné la chose? Non. Pourquoi? Je suis allé beaucoup trop vite. Au moment de l'importation, j'ai demandé à ce que ce soit une image et non pas une
texture. Alors, la grosse différence, on la voit ici. La surface à couvrir, c'est tout ça, mais l'image importée n'était que cette grandeur. Alors, on recommence. On retourne dans Importer. Je sélectionne la bonne image. Et je vais devoir aller, vous voyez que l'interface est différente sur mon Mac. Hein. C'est pas tout à fait la même chose, mais les options sont les mêmes. Moi, j'avais ici utilisé comme image de sélectionner. Il faut que je prenne la texture, puisque c'est bel et bien une texture qui va se répéter en mosaïque que je veux importer dans SketchUp. Alors voici, c'est sélectionné. On y va avec ça. Alors, qu'est-ce qui me paraît? C'est toujours la même chose. Je prends une certaine échelle et voilà, sitôt que je reclique à nouveau, ben, toute ma texture prend la surface au complet. Et on voit qu'il n'y a aucun joint apparent nulle part. Par contre, si je fais un clic droit et je demande dans mes textures la position, je vois que mon image initiale est contenue entre ces 4 punaises qui se trouvent ici. Alors, c'est ça mon image d'origine. Voici comment faire un composant qui va vous servir à animer un peu le paysage de vos projets SketchUp. Alors, je me permets d'aller tout d'abord chercher une image que j'ai téléchargée depuis Google et c'est une extension PNG. Alors, PNG, comme ici, alors c'est l'extension qu'il faut inscrire si on veut avoir une transparence. Il faut bien faire attention, je suis avec les images et j'ai demandé non pas des textures, mais ici utiliser cette image PNG comme image. Alors, j'avais pas de plan, donc j'inscris cet arbre avec mon outil faire pivoter et les bons paramètres. Je vais venir la redresser. Parfait. L'image comme telle, d'un clic droit, on ne peut pas faire grand-chose. Il va falloir la faire éclater. Pour quelle raison? C'est que l'image va devoir être transférée, en tout cas comprise par SketchUp, comme un composant. Et c'est la seule façon de pouvoir y accéder. Donc, l'image étant maintenant éclatée, je fais un clic droit et je vais créer cette image qui est déjà toute sélectionnée en composant. Alors, arbre, et regardez la petite astuce, je vais demander à ce que cette image fasse toujours face à la caméra. Et peut recevoir et projeter aussi les ombres du soleil. Parfait. J'en avais déjà inscrit, parfait. Alors, c'est la petite chose à faire si vous voulez que cette image, où que vous soyez dans votre projet, fasse toujours face à la caméra. Bon, là, c'est pas très intéressant d'avoir une bordure tout le tour. C'est un cadre qui est assez gênant. Donc, ce qu'on fait avec l'efface et la touche majuscule, on vient estomper les arêtes. Hop, voyons, ici, en bas et sur le côté. Voilà. Donc là, on a bel et bien un arbre qui se comporte bien. On pourrait même le dupliquer à plusieurs endroits. Et la beauté de la chose, c'est que tous ces arbres vont constamment faire face à la caméra. Donc, on comprend que c'est beaucoup moins lourd à gérer que du 3D. Et l'effet peut être franchement intéressant, surtout si on a une variété de conifères, de feuillus. Bon, enfin, sur un terrain ou une forêt, on pourrait réaliser quelque chose de pas mal intéressant à différentes échelles avec la touche S. Alors, je pourrais venir agrandir ou réduire la taille de certains de ces arbres. Voilà. Alors, c'est une petite astuce, mais on s'en sert beaucoup, surtout quand on vient à faire des rendus photoréalistes. Alors, il me semblait que ça valait la peine peut-être de vous montrer cette petite capsule rapidement. On le sait, l'ajout d'extensions à SketchUp est primordial si on veut accroître notre expérience de créateur, de modélisateur 3D. Ces extensions, c'est une petite façon de booster le logiciel de base et on s'en sert beaucoup. Entre autres, vous voyez ici là, ce miroir qui ne fait pas partie
de la suite SketchUp, ben, il faut l'importer. Alors, on l'importe de deux façons. Et là, c'est un récapitulatif très important que je fais. On peut soit les prendre à partir des extensions fournies à même les banques de SketchUp. Oui, on a un menu ici extensions. C'est pour paramétrer certaines extensions que vous auriez déjà téléchargées. Par contre, si vous voulez en chercher quelques-unes, il faut aller dans le menu Fenêtre et aller voir un peu plus bas dans Collection d'extensions. C'est un peu l'équivalent du 3D Warehouse. Autrefois, d'ailleurs, ça s'appelait l'Extension Warehouse. Maintenant, c'est Collection d'extensions. C'est celles qui sont proposées et reconnues par SketchUp. Alors ici, il faut bien faire en sorte d'être inscrit à Trimble pour pouvoir y accéder et surtout les télécharger. On va effacer certaines choses. On a commencé, je crois, à faire des bonnes mises à jour de cette interface. Ça fait du bien. On nous en présente. C'est un peu la même configuration que le 3D Warehouse. Puis par la suite, on peut toujours venir faire une recherche comme celle-ci. Alors là où on arrive, c'est dans une interface qui nous propose certaines extensions compatibles avec notre version. Bon, vérification du fichier, je ne sais pas ce que c'est. Hop. Et voilà, on tasse ça. Donc la version 2020 ou 2019, 2018, vous pourriez filtrer le tout par rapport à la version que vous utilisez en ce moment. On peut aussi retenir que les extensions gratuites. Alors, Curic Mirror, c'est celle qu'on a utilisée en classe. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qu'on peut trouver sur l'interface de Sketchucation. Alors, Sketchucation, c'est cette autre banque d'extensions qui sont reconnues par SketchUp, mais qui n'appartiennent pas à SketchUp. Sketchucation est un cavalier seul. Ça se retrouve en ligne et c'est les trois petites boîtes qui sont ici qui nous permettent de télécharger ou de gérer ensuite les extensions téléchargées depuis le site de Sketchucation. Alors, comment on s'y prend? Et voilà, on y va. C'est sur un furteur Internet que vous allez trouver Sketchucation. Remarquez bien l'adresse qui est ici, sketchucation.com. Et une fois là aussi inscrit, vous allez pouvoir télécharger la rustine, c'est-à-dire ce plugin Store Download. C'est là où vous allez cliquer pour pouvoir télécharger l'extension. Alors, cette extension, une fois que vous l'aurez téléchargée, on retourne à SketchUp et dans le menu Fenêtre, on va maintenant aller dans Gestionnaire d'extensions, qui est juste en dessous de la collection où on était tout à l'heure. Donc, le gestionnaire d'extensions nous permet de gérer nos extensions. Alors, toutes les extensions que j'ai téléchargées pour mon SketchUp sont ici. Vous remarquez aussi qu'elles ne sont pas toutes activées. Certaines d'entre elles ne me sont pas utiles à chaque séance. Donc, plutôt que d'alourdir l'ouverture de ma session SketchUp, je préfère en éteindre plusieurs. Comme ça, ça s'ouvre un petit peu plus vite. Alors, l'extension à installer, c'est le bouton qui est ici. J'aurai simplement à cliquer dessus pour me rendre ensuite exactement à l'endroit où j'ai téléchargé l'extension de tout à l'heure, le plugin dans le plugin store du site internet de Sketchucation, et l'installation se ferait automatiquement. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. J'en profite pour vous montrer pour vous remontrer le deuxième onglet. C'est par là où on retrouve encore une fois la liste de toutes les extensions qu'on a téléchargées, mais qu'on peut venir ici les désinstaller, c'est-à-dire les désinstaller réellement de votre SketchUp pour ne plus qu'il soit reconnu et installé. Donc, vous allez en même temps libérer un peu d'espace. Et s'il y en a une de ces extensions qui fait défaut, ou qui ralentit beaucoup trop, ou qui fait planter votre SketchUp, ça peut arriver, ben, on vient la désinstaller tout simplement, ou la mettre à jour au besoin. Et voilà. J'aimerais voir et revoir plutôt avec vous la façon de créer un album. Vous savez, cet album qu'on retrouve ici dans Layout. Alors, cet album d'où vous m'avez vu extraire certains symboles, comme une ligne de sol, comme les petites spirulettes qu'on ajoute pour signifier le reflet d'un verre. Bon, alors c'est ce genre de choses, même des symboles électriques ou quoi que ce soit, qu'on pourrait facilement ajouter fréquemment là, sur une planche Layout. Alors, ces symboles, vous allez pouvoir les concevoir à partir d'un modèle type. Là, je suis au tout début de Layout, on me demande de choisir un modèle par défaut. Plutôt que d'aller choisir un des miens avec
avec des cartouches, j'en prends un qui est complètement vierge. C'est celui-ci, A3, n'importe lequel. Parce que on va plutôt devoir aller le redimensionner. Et pour ce faire, on va aller dans le menu Fichier, Configuration du document. Même si l'interface est un petit peu différente là, avec Mac et PC, vous allez vous retrouver, ce sont les mêmes termes. Et à partir de cette boîte Configuration du document, on va aller dans Papier. À partir d'ici, ça devrait assez bien aller. Bon, on voit que je suis en millimètres. Évidemment, j'ai choisi un modèle A3 qui est un modèle de format européen. Donc, dans les unités, tout d'abord, on va aller changer le tout pour des pouces. Oui, on pourrait prendre en fractionnel ou en décimal, quoi que ce soit. Ça ne me dérange pas. Bon, voilà. Donc, on revient à l'onglet papier. Et cette fois-ci, on va inscrire une mesure assez particulière. Alors, 6 pouces par 6 pouces, c'est ce qu'on aura besoin pour faire notre album personnel. Les marges, on n'en aura pas besoin. Si vous souhaitez avoir autre chose, qu'est-ce que ça pourrait être? Résolution de l'écran, non, tout va bien. Alors, c'est ce qu'on va faire tout simplement. Oui, les grilles, si ça vous plaît au début, là, vous pourriez vous mettre des grilles pour, vous voyez, ce genre de grille-là, des espacements. Mais ce n'est pas nécessaire. Moi, j'aime bien travailler avec un document vierge comme ça, surtout pour l'album. Alors, cet album, vous le voyez, c'en est une page que j'ai déjà constituée. Puis, c'en est une deuxième que je vous montrais tout à l'heure. Alors, c'est très facile. On vient cliquer et on glisse ensuite dans notre dessin. À partir de là, je vais éteindre mes fenêtres pour qu'on se concentre sur ce qui est à faire ici. Alors, c'est une page blanche de 6 pouces par 6 pouces. C'est pas assez grand pour être imprimé, mais c'est assez grand pour convenir à l'album qu'on veut générer. Alors, à partir de là, on viendrait, disons, choisir certains symboles. On pourrait déjà les mettre sur des calques particuliers. Vous savez à quel point j'aime que tout soit bien clair. Alors, ma ligne ici, je vais la déplacer sur le calque tracé, comme ça. Aussitôt que je vais la prendre dans un projet quelconque, ben, il va tout de suite être sur le bon tracé. Si je veux modifier évidemment la ligne, son épaisseur, je peux tout simplement aller ici. Ensuite, si j'ai besoin à l'occasion de faire des annotations, alors je vais tout de suite me créer un calque annotation. Je vais le déposer là-dessus. Vous comprenez maintenant pourquoi. Ici, je vais modifier certaines choses. Comme ça. Je vais aussi le dupliquer en maintenant la touche que vous savez, là, la touche contrôle. Et cette fois-ci, je vais en faire un point à la place d'une flèche. Voilà. Donc, je pourrais remplacer certaines choses de ce type-là. Donc, ça va, ça va. Les deux sont sur le calque annotation, c'est parfait. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, c'est peut-être un petit dessin à l'échelle, tiens. Ça va nous permettre de réviser cette nouvelle fonction de SketchUp. Le dessin à l'échelle se trouve ici. Pour réaliser un dessin à l'échelle, on va devoir d'abord en choisir une. Disons qu'on y va avec un demi-pouce égale un pied. Et à partir des outils habituels, ligne, rectangle, tout et tout, on va venir faire la forme qu'on désire. Donc, je m'y prends avec, disons, le profilé d'une armoire. Alors, je vais avoir un 25 écart par 1 pouce écart. Ensuite, on y va à 24 et 34 plutôt et 3 quarts. Parfait. Et bon, je pourrais faire un coup de pied déjà. Mettons 4 4. Parfait. Donc ici, je vais devoir demander un remplissage particulier. Vous m'avez vu là sur style de forme. Remplissage blanc, motif du trait j'ai pas aimé. Donc je m'en vais cliquer sur l'image pour pouvoir en choisir un autre qui va être une hachure, symbole de matière, tiens. Comme ça.
Parfait. Alors, une fois qu'on a trouvé notre matière, plutôt notre motif de matière, on peut venir jouer avec. C'est-à-dire que l'échelle ici, dans la nouvelle boîte de dialogue motif de remplissage, on peut jouer avec l'échelle. Vous voyez, si je passe à 0.75 ou encore 0.5, ça peut devenir intéressant. Et voilà. Donc, le rectangle que j'ai fait initialement n'a pas de hachure. On va devoir réinscrire cette hachure. Vous me voyez venir, c'est avec la pipette. On va simplement cliquer sur la zone qui nous plaît et ici encore. Voilà. Donc, les deux sont affectés par la même épaisseur. Ici, l'épaisseur, en parlant d'épaisseur, on va élargir un petit peu le tracé. Bon, je fais ça un peu trop vite là. Je ne suis pas certain que je gagnerais des points à faire une chose comme celle-là. Avec l'X-Acto, puisqu'on est en 2D, on vient couper certaines... Ouf, je ne sais pas si ça va fonctionner ça. Ouais. Si on repasse avec la ligne... Ah ben oui, ça fonctionne. Et voilà, parfait. Donc tout simplement, on repasse avec la ligne, puis il y a des surprises comme ça qui nous apparaissent. Ok, alors j'ai mon profilé, le tout est à 1 demi-pouce égale 1 pied. Donc, dorénavant, si je veux le capturer, je pourrais même inscrire tout en haut qu'il s'agit d'une échelle 1 demi-pouce égale 1 pied. J'aime pas du tout la typographie, mais bon. Voilà. Alors, c'en est un. Si j'avais à le reproduire ailleurs, disons qu'on va déplacer nos choses ici. Je les reprendrai tout à l'heure. Et je veux changer l'échelle de ce caisson. Alors tout d'un coup, ce n'est pas en demi-pouce que je suis, mais en 3/4 de pouce. Alors je retourne tout simplement à Dessin à l'échelle, puisque j'ai sélectionné mon profil d'armoire coupé. Ben, je m'en vais simplement sélectionner une autre échelle. Et regardez bien, le modèle se met automatiquement à l'échelle. Alors ça, c'est beau, comme ça ne se peut pas. Et on a toujours l'information au-dessus qu'il s'agit d'un 3/4 de pouce égale 1 pied. Donc, de mon côté, ça serait presque inutile de l'inscrire à la main. Voilà. Donc, ça pourrait être pas mal intéressant que vous fassiez certaines illustrations du genre à l'échelle pour pouvoir mieux les remanier dans votre plan, quelle que soit l'échelle de ce plan. Donc, où on en est, c'est très simple. Hop. Bon, on rend ça un petit peu plus beau. Parfait. Une fois que c'est fait, on va aller enregistrer comme, non pas comme type, mais comme album. Alors, aussitôt qu'on décide d'en faire un album, on nous demande de le nommer et ça va s'ajouter à nos propres albums personnels. Si vous avez, comme moi, une collection album, ben, vous pourriez la sélectionner ici. C'est dans celle-là que ça va s'ajouter. Alors, voilà. Exemple Trois-Rivières, je le nomme comme ça pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, aussitôt que c'est enregistré, ça devrait faire partie dorénavant de ma liste ici. La voilà. Donc, voyez-vous, c'est pas plus compliqué. Je suis retourné à la boîte de dialogue album qui est ici. Et dans la liste, eh bien, je devrais retrouver tous les albums qui me sont utiles. Alors, il y en a plusieurs qui proviennent de SketchUp, ou plutôt de Layout, quand on télécharge la suite SketchUp Pro. Mais de mon côté, j'en ai ajouté une autre à mes collections personnelles et elle se trouve ici. Voilà, donc c'est la même. Dorénavant, j'aurai juste à cliquer, glisser, et vous voyez, ça se fait comme ça dans un tout autre environnement que ce qui est ici en ce moment. Je pourrais également avoir une ligne comme celle-là et demander à ce que, avec la pipette, les propriétés de cet exemple dans mon album se donnent. Hop là, attendez, c'est pas ça que je vais faire. Plutôt, attendez, on va faire ça avec la ligne qui est en bas. Celle-ci soit ajustée à celle-là. Et voilà. Donc, vous voyez que n'importe quoi à mon écran qui devrait répondre à quelque chose qui trouve écho dans un album quelconque, ben oui, je pourrais définir justement avec la pipette
l'épaisseur de tracé ou encore un certain motif. Et ça pourrait m'être très utile. Pour ma part, et je vais vous montrer quelque chose qui faisait partie autrefois des, euh, des albums qu'on nous donnait avec Layout et pour une raison que j'ignore, on a cessé de les remettre. Par contre, je trouvais très intéressant cette page ici parce que justement avec la pipette, on pouvait aller chercher rapidement l'épaisseur de tracé et l'appliquer. On préférerait un demi-point, ben, on l'a ici. Un très très large tracé, 2 mm, le voici, avec des bouts arrondis en plus. Alors, je trouve que l'idée est très intéressante de se faire une page particulière avec des largeurs de tracé pour pouvoir dessiner plus rapidement dans sur nos dessins layout. Alors, c'est ici que ça se termine. J'espère que vous avez apprécié. Puis, écoutez, je vous souhaite encore tout le bonheur du monde pour la suite de vos exercices et de vos projets sur SketchUp et sur Layout. À bientôt.